Paru dans Young Magazine entre 1982 et 1990, Akira est un manga de science-fiction cyberpunk de Katsuro Otomo. Situé dans le Neo Tokyo de 2019, l'ancien Tokyo ayant été détruit par une mystérieuse explosion 37 ans auparavant, le film suit Satoru Kaneda et sa bande de motards adolescents. Au cours d'une bagarre avec un autre gang, Tetsuo, un des membres du groupe de Kaneda, évite de justifier un accident avec un mystérieux enfant et est capturé par le gouvernement. Kaneda tâchera alors de retrouver son ami. Il devra pour ce faire plonger au plus profond des méandres de cette société japonaise en pleine ébullition. Malgré la très courte liste de ses œuvres, Katsuro Otomo demeure un des mangaka les plus influents au Japon depuis la fin des années 80. C'est après avoir été remarqué avec ses courtes œuvres Fireball et surtout Domu, qu'Otomo a reçu la commande de la part de Weekly Young Magazine de créer une œuvre rendant hommage à Tenzing Neijing Hachi Go, la première manga de mecha de robots géants. S'il a conservé la prémisse d'une arme secrète conçue par le gouvernement qui refait surface, il créera un tout nouvel univers. Akira contiendra néanmoins énormément de clins d'œil vis-à-vis son inspiration. S'inspirant des conflits étudiants des années 60, de l'organisation mouvementée des Jeux olympiques de Tokyo en 1964 et de la prise d'otage de l'armée rouge unifiée au chalet d'Asama en 1972, Otomo dépeindra une société japonaise futuriste, rosée par la corruption, la délinquance juvénile, la drogue et les pertes de repères. Une société morose au bord de l'explosion où l'organisation des Jeux olympiques à Tokyo en 2020 forme un étrange contraste. Dans un Japon en mutation où les dernières 25 années de grande prospérité commençaient à laisser paraître les déséquilibres de la société et une jeune génération aux valeurs en décalage avec leurs aînés. Otomo a voulu retrouver l'ambiance du Japon d'après-guerre sous le joug d'un ordre militaire fort et où une grande partie de la population, particulièrement les enfants et les adolescents, étaient laissés à eux-mêmes. Si les grandes œuvres japonaises de science-fiction des années 70 laissaient deviner le début d'un scepticisme vis-à-vis un avenir perpétuellement radieux, et que l'optimisme économique perpétuel de la société nippone ne pouvait durer, les années 80 ont fusé cette vision. Décennie règne du cyberpunk japonais, courant artistique faisant une grande part aux dérives de la technologie, menant à une société dichotomique entre une population très riche et confortable et une autre part très pauvre, vivant dans des entrailles industrielles où les tuyaux, la vapeur, la pollution et les néons règnent. Akira s'en est imposé comme la figure de proue. Miroir régressif et référent direct à la société industrielle du 19e siècle, Akira est une des œuvres les plus riches en référents philosophiques, réflexions sur la technologie, sur l'humain et sur la société japonaise, et nous pourrions élaborer sur chaque aspect pendant des heures. Mais nous allons nous limiter à quelques points. L'œuvre repose sur tous les éventails des combinaisons de triangles formés du corps, de l'esprit et de la technologie. Dans les grandes lignes, la combinaison du corps et de la technologie donne les abus du projet Akira, mais aussi l'obsession des adolescents pour leur moto comme prolongement de leur capacité physique. La combinaison du corps et de l'esprit génère les capacités des sujets à contrôler et influencer leur environnement. Et l'union de la technologie et de l'esprit se matérialise dans l'utilisation de drogue comme unique moyen pour Tetsuo et les enfants par extension pour contrôler leur pouvoir. Akira a aussi cristallisé et utilisé son avantage comme un moteur dramatique pertinent le concept de frère ennemi, le concept que le personnage principal a un rival avec qui il entretient une relation d'amour-haine, de respect et de rivalité aussi profonde qu'émotionnelle. L'ultime exemple reste Sangoku et Vegeta, mais on peut aussi penser à Sakurai Meiling ou Ranma et Ryoga. De nos jours, toutes les séries ont leur rivalité que à les forcer. Mais les rapports entre Kaneda et Tetsuo sont bien plus profonds, complexes et ambigus. Enfants laissés à eux-mêmes et en marge de la société, Kaneda et sa bande sont bien plus que des voyous en moto, mais une famille. Une famille où, malgré leurs différences et leurs conflits, chaque membre veille sur les autres. Malgré leur rivalité, Kaneda aime Tetsuo comme un frère, avec les sauts d'humeur qui peuvent définir des relations fraternelles. Il veut veiller sur lui et l'aider dans toutes les situations. C'est ce qui rend sa quête pour le retrouver aussi crédible et réaliste.
c'est que qu'importe le contexte, les événements et les épreuves qui se dressent sur sa route, Kaneda continue de croire en la bonté de Tetsuo, à vouloir son bien, à le voir comme un frère et non pas un ennemi. Tetsuo est plus complexe, voyant à la fois Kaneda comme un rival, mais aussi comme un modèle. Kaneda réussit tout. Il est charismatique, il a une personnalité appréciée des autres, a du succès avec les filles, maîtrise sa moto comme un dieu, et il sait diriger ses troupes avec brio dans la bagarre, alors que Tetsuo est sous dans tous ses aspects. Malgré les apparences, ses nouveaux pouvoirs et ses dons n'aideront en rien. Tetsuo voit en Kaneda le reflet de ce qu'il voudrait être et un rappel de sa propre médiocrité. Tout le monde dans la vie a rencontré quelqu'un de juste meilleur que soi pour qui tout est naturel. Nous voudrions l'égaler, mais ça s'avère impossible. Et malgré l'humiliation, nous continuons à avoir de l'admiration pour cette personne. Même au plus profond de sa jalousie et de son amertume, Tetsuo a la conviction qu'au final, Kaneda sera là pour lui, pour l'aider à se relever dans son échec. Puisant à la fois dans le style réaliste et détaillé de Zero, et dans le côté psychédélique où le corps humain comme son environnement sont déformés et torturés, qu'apporte Mobius, Otomo fut un des premiers mangaka populaires, avec Tetsuo Hara et Tsukasa Ozo, à proposer un style graphique réaliste et adulte. Le début des années 80 était dominé dans les librairies japonaises par les Rumiko Takahashi, Akira Toriyama et Tsukasa Ozo, qui avaient certes un style plus réaliste que durant les décennies précédentes, mais qui restait encore bon enfant. Tant le style d'Otomo que ses thèmes ont mis la table pour ce que serait l'univers des mangas durant les années 90. Katsuhiro Otomo n'a jamais cassé non plus son amour du cinéma. Manga et cinéma sont deux arts profondément liés et complémentaires. Un film est essentiellement un storyboard en mouvement, et un storyboard est une bande dessinée sommaire. Otomo a été inspiré autant par le cinéma de son pays que celui américain des années 60 et 70. On retrouve dans l'œuvre d'Otomo, et particulièrement dans Akira, l'esprit des figures de rebelles ne cadrant pas dans la société qui ont peuplé les années 70 dans des films comme Bonnie and Clyde, Boss Cassidy and the Sundance Kid et surtout Easy Rider. Mais son œuvre est également clairement inspirée du cinéma japonais violent et sombre de la contre-culture des années 70, représenté par Suzuki Suzuki et Tsuchiya Fujita. Et personnellement, il me semble évident qu'Otomo doit compter Stanley Kubrick dans ses inspirations. Les filiations entre Akira et toutes ses œuvres précédentes, et 2001, Horror Mécanique et The Shining, sont plus qu'évidentes. Otomo aime jouer avec l'écart qui existe entre la réalité et ce que nos sens perçoivent pour tromper le lecteur. Il explore les limites des capacités de l'esprit humain sur les gens qui l'entourent et sur l'environnement. Il dépeint régulièrement des univers détruits où déchéance et violence règnent. C'est présent dans ses œuvres papier et ce l'est encore plus dans ses œuvres cinématographiques. Parce qu'Otomo n'est pas uniquement un cinéphile, il s'est rapidement intéressé au cinéma comme moyen d'expression de sa créativité. Malgré le succès de ses premières œuvres papier, dont Akira, il commence dès 1983 à explorer l'univers du cinéma d'animation. Il participe au film Armageddon en tant que concepteur du design des personnages, ainsi qu'à Violence Jack, mais c'est avec Neo Tokyo et Robot Carnaval, deux films composés de courts-métrages d'animation, qu'il fait ses débuts comme scénariste et réalisateur. Compte tenu de l'immense succès d'Akira, l'idée d'une adaptation cinématographique coulait de source. Il fonde alors avec 31 sociétés, dont Kodansha, Toho, Mainichi et Gainax, le Akira Committee pour superviser la création du film. En grand minutieux et perfectionniste qu'il est, Otomo réussira à doter son projet d'un budget record pour l'époque de 1,1 milliard de yens. Ça lui permet de concevoir un film qui, encore aujourd'hui, est une référence en termes d'animation et de qualité des détails. Le cinéma d'animation à la fin des années 80 avait déjà fait des progrès en termes de qualité, mais était loin des visées d'Akira. Le film est également un des premiers à utiliser l'animation par ordinateur de façon fluide, alors qu'en Occident, ça demeurait embryonnaire. Les sauces commençaient à évoluer, mais le concept de Money Shot, élaboré dans l'animation japonaise durant les années 70 demeurait encore très répandu. Le concept était qu'au lieu de répartir le budget de l'animation sur tout le film, comme il était courant en Occident, le réalisateur choisissait quelques moments clés, restent en action, et le reste du film était animé minimalement. Les décors restaient fixes, les personnages ne bougeaient plus, et l'action était réduite au minimum. Autre quelques films d'auteur, seuls des réalisateurs comme Hayao Miyazaki ou Mamoru Oshii tentaient d'insuffler plus de dynamisme dans leurs œuvres. Mais donc, pour en revenir à Akira, l'histoire du film est la même que dans la manga. Au cours d'une bagarre à moto, Tetsuo a un accident et est enlevé par le gouvernement. Kaneda s'allie alors à la jolie rebelle Kei pour le retrouver. Le film est en production, alors que la manga n'en était qu'à la moitié de son arc dramatique,
C'est dans la suite de leur récit que de grosses différences sont apparues. Mis à part quelques personnages moins développés, les deux différences notables entre les deux œuvres se situent dans l'action se déroulant dans l'Empire de Neo-Tokyo et dans la figure d'Akira. Il n'y a que dans la dernière partie qu'elles divergent. Donc, pour ceux et celles qui ne veulent pas voir être révélés à la fin du film, vous pouvez sauter à cette partie. Bon, pour les encore présents, nous pouvons continuer. Donc, après que Tetsuo est libéré, l'étendue de son pouvoir, il prend possession du stade olympique de Neo-Tokyo et en fait le palais de son empire. Si dans le film, il perd le contrôle de ses pouvoirs et voit son éphémère empire s'effondrer, dans le livre, avec le support de l'aura d'Akira, il oblige les forces étrangères à intervenir face à une telle puissance incontrôlable. C'est dans cette partie que l'on sent vraiment l'inspiration qu'Otomo puise dans la pagaille japonaise. Tetsuo se fait l'écho de ces millions de jeunes japonais laissés à eux-mêmes dans les ruines du Japon et qui ont construit leur propre système, parfois sanglant, avant que la société s'organise en s'appuyant sur la tutelle américaine. Si l'œuvre papier réfère au passé du Japon, le film, lui, reflète plus la jeunesse contemporaine en 1988, en montrant un Tetsuo qui s'effondre sur lui-même, rosé par ses pouvoirs et la pression. Un Tetsuo qui s'autodétruit alors que son cheminement est plus graduel dans la manga, ne faisant pas le poids militairement face à l'arsenal étrangère, malgré une sanglante résistance, pour ensuite s'écrouler sur lui-même. Mais la principale différence entre les deux œuvres est l'utilisation du personnage d'Akira. Dans la manga, Akira est le sujet le plus puissant du programme gouvernemental dont Tetsuo fait également partie. Si puissant et incontrôlable qu'il détruit en 1982 Tokyo pour être mis en cryogénisation depuis. Sommet de glace d'où Tetsuo l'excipera, pour en faire son arme centrale dans son empire. Sa menace perpétuelle qui consolidera son pouvoir. Surtout qu'Akira, contrairement aux autres sujets des expériences, est un petit enfant à l'allure calme et innocente, le rendant d'autant plus menaçant. Le parallèle avec l'arme ultime, la bombe atomique qui a traumatisé l'inconscient japonais, est clair. Une arme qui a frappé une fois et qui est en dormance depuis, tout en servant d'avertissement à ceux qui oseraient menacer l'ordre établi. L'idée est similaire dans le film, mais l'aspect mystique et mythique d'Akira y est mis plus de l'avant. Akira est aux yeux de la population opprimée un mythe d'un être surpuissant qui a frappé une fois et qui reviendra faire régner la justice et l'équité. Un messie purificateur qui fera la différence entre l'élite corrompue et la population honnête et exploitée. Tetsuo en est bien conscient et compte bien s'en servir comme symbole. Mais la différence est que dans le film, Akira a été littéralement découpé en morceaux par incontrôlable et surtout trop dangereux vivant. Mais le mythe qu'il est devenu est presque encore plus dangereux et le dépasse de loin. À l'instar du Akira personnage, les deux œuvres ont pris une importance encore plus grande dans leur impact sur la culture populaire que dans leur nature artistique propre. Akira le film est la première œuvre d'animation japonaise à être sortie en Occident peu de temps après le Japon, en 1990. Oui, certains films, comme Akuden par exemple, ont joué dans des cinémas et des téléviseurs occidentaux précédemment, mais c'était avec des années, voire des décennies de délai depuis leur sortie originale, et dans une présentation occidentalisée. Akira est la première œuvre à avoir été présentée comme un film japonais, avec ses noms japonais et sa qualité japonaise. Le succès d'Akira a ouvert la porte à bien d'autres films d'animation japonais, particulièrement à des classiques comme Ghost of the Shell, Evangelion et toutes les œuvres du studio Ghibli. Le succès du film a aussi ouvert la porte à la distribution de manga papier en Occident. Si les séries animées japonaises étaient présentes depuis la fin des années 70, encore une fois, elles étaient sous une forme occidentalisée dans leur traduction et formatée. Tiré essentiellement de l'émission World Masterpiece Theater, qui visait à faire découvrir la littérature classique aux enfants japonais, les histoires restaient proches de nous. Rémi, les Moomins, Heidi, Annette, Anne, Sherlock Holmes, Tom Sawyer sont tous des œuvres occidentales. Et elles n'étaient diffusées que parce que c'était économique à acheter et qu'il y en avait beaucoup. Ce n'est qu'après Akira et la démocratisation des mangas que les diffuseurs ont commencé à s'intéresser à des œuvres moins conventionnelles. Une première version papier d'Akira a été adaptée aux États-Unis dès 1988 par Epic Comics. Une version colorisée et inversée pour ne pas déstabiliser le public adolescent consommateur de comics. Propulsée par le succès du film, la manga sera elle-même un immense succès qui ouvrira la voie à un tout nouveau marché occidental pour les mangas.
Akira a créé une demande auquel les maisons d'édition ont dû répondre par une offre plus grande. D'où l'arrivée sous le rayon des Dragon Balls, Sailor Moon, Ramen Demi, Fly, Goom ou Cardcaptor Sakura, pour n'en nommer que quelques titres. Mais plus encore, Akira a inspiré, influencé et changé la vision des artistes occidentaux dès sa sortie. Akira contenait assez de codes familiers pour que le public occidental adhère à l'univers, mais une approche assez nouvelle et différente pour bouleverser ses repères. Par exemple, l'utilisation de la technologie comme un environnement étouffant et comme menace envers l'humanité était peu exploitée. À l'exception de Philip K. Dick, la science-fiction en Occident était plutôt optimiste vis-à-vis de la technologie et prévoyait un avenir propre où seul l'humain était une menace. Blade Runner étant peut-être le seul représentant d'envergure du genre. Or, depuis la fin des années 80 et la sortie d'Akira, le cyberpunk a pris une grande place. Évidemment, Akira n'est pas le seul facteur, mais il a ouvert une porte qui ne peut plus être refermée aujourd'hui. L'œuvre a redéfini l'approche de la technologie, de l'adolescence, des pouvoirs du cerveau dans la science-fiction grand public. Sa course de moto ou sa adolescent détenu par un gouvernement en raison de ses pouvoirs porte aujourd'hui l'héritage d'Akira. D'autres œuvres avaient précédemment utilisé ces éléments, mais Akira les a cristallisés dans l'imaginaire collectif comme représentation ultime, comme référence à atteindre. Rares sont les œuvres dans l'histoire du cinéma qui peuvent en dire autant.